Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Notre grand auteur, Albert Memmi, nous a malheureusement quittés hier et je voudrais donner la parole à un de ses élèves, mais surtout à un de ses amis. Je veux parler de Claude Sidbon, à qui je dis avant tout bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. Alors, un peu Claude, Bonjour un peu. je crois que tu es très bien placé pour parler d'Albert Memmi. Cet écrivain, ce géant francophone, né de la francophonie, qui est né dans la Hara de Tunis. Et c'est à toi que je vais demander en préambule, mais Claude Sidbon, qui était Albert Memmi? Alors, je veux dire que je suis un peu triste parce que, comme tu as dit, si justement je suis un élève, un ami, un complice avec qui j'ai gardé des relations extrêmement importantes. Et tu as bien fait de définir un petit peu ce qu'était Albert Memmi. Je crois que quand on dit que Albert Memmi est le plus grand écrivain nord-africain juif, mais aussi d'Afrique du Nord, on se trompe à peine. Ce qui est important dans l'histoire d'Albert Memmi, c'est de voir d'où il est et où il est arrivé. Il est né à la lisière de la Hara, à la rue Impasse Tronja, dans une famille de 8 enfants, un papa bourrelier, une maman qui ne parlait pas français. Il va à l'école de l'Alliance, là il obtient une bourse et il va au lycée, et au lycée, il a comme prof Jean Amrouge et il va réussir de manière fulgurante. Parce que quand il va se présenter à l'agrégation, au lieu de donner, si vous voulez, l'agrégation, ce serait un petit peu le sujet de son premier livre, qui est le livre majeur de l'œuvre d'Albert Memmi, La statue de sel, il raconte un petit peu sa vie. Et La statue de sel est d'abord et surtout une œuvre autobiographique, parce que dans La statue de sel, il y a pratiquement toute l'œuvre de Memmi, la dépendance, le portrait du colonisé, le portrait du juif, la libération de juifs, tout cela se trouve dans ce Memmi, dans ce statut de sel, et c'est tellement vrai que le plus grand écrivain de l'époque, Albert Camus, a donné une préface à Albert Memmi. Donc, à Tunis, il a joué ce qu'on appelle vulgairement la carte tunisienne. Il a été, si vous voulez, un des fondateurs avec Bachir Ben Ahmed et Mohamed Ben Ismail de la Jeune Afrique. Il a joué un petit peu la carte tunisienne, mais comme il dit, quand on est minoritaire, il est difficile de rentrer dans un pays majoritaire. Et je dirais de Bagdad à Agadir, il n'y a pratiquement plus de juifs, Judenrein, parce que, si vous voulez, en terre d'islam, apparemment, on n'a pas notre place. Et donc, Claude, je voudrais quand même rappeler quelque chose qui est moins connu du grand public, c'est qu'il a démarré à la Shomerat Zahir, il a toujours été de gauche et il a avoué avoir quelque part raté une alia quand quelqu'un lui est venu lui proposer un poste à l'université de Jérusalem. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Il a été à la Shomerat Zahir avec un noyau de jeunes, parce que la Shomerat Zahir, ce qu'on oublie, j'ouvre une parenthèse, c'est qu'en Tunisie, il y a deux grands mouvements, la Shomerat Zahir et le Betar, qui ont été créés par des gens qui viennent de l'extérieur. Le Betar, il y a un prof d'université qui est venu à Tunis et ce mouvement a marché parce que les gens sont traditionnalistes, alors qu'à la Shomerat Zahir, c'était la bourgeoisie, disons, et deux jeunes gens qui venaient du kibbutz Gan Shmuel sont partis à Anvers, et à Anvers, il n'y avait pas de place dans l'école agricole. On leur a dit, vous savez quoi? Allez à Tunis, il y a l'école des agricolos. Ils arrivent à Tunis et ils fondent la Shomerat Zahir, dont un des brillants sera, si vous voulez, celui dont on parle, Albert Memmi et ses camarades qui ont fondé le kibbutz Karmia, Igal Halamit et bien d'autres. Donc, la notion, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait en filigrane dans ce livre-là tout, on va très bien comprendre parce que après, on va, comme une poupée russe, sortir les sujets. Le sujet qu'il a frappé après la statue de sel, ça sera le portrait du colonisé et du colonisateur. C'est-à-dire que lui, en tant que juif, il était dedans et dehors, et ça lui permettait de voir, si vous voulez, le complexe de Néron. Et là aussi, un des grands écrivains contemporains, Jean-Paul Sartre, comprend très bien l'importance de ce livre, et il écrit la préface. Avec Camus et Jean-Paul Sartre dans sa poche, il traverse la Méditerranée
Et là aussi, une petite histoire qui vaut son pesant d'or. Il demande à être français puisque sa femme est française et on s'aperçoit qu'il ne peut pas avoir la nationalité française parce qu'on dit qu'il a été communiste à Tunis. Il vérifie, un prof de droit l'aide et on s'aperçoit que ça faisait partie, si vous voulez, des gens d'extrême droite à Tunis qui disaient aux juifs et aux sympathisants du néo-discours qu'ils étaient tous communistes. Donc, il traverse la Méditerranée. Là, il va continuer, si vous voulez, on a dit la poupée russe, le portrait du juif, la libération du juif, la dépendance. Et un autre point très sympathique que j'aime bien rappeler, c'est qu'il a, si vous voulez, été un grand poète. Il a écrit plusieurs livres, dont le plus célèbre est Le Mirliton du ciel, avec une espèce de douceur, de compréhension du monde. Alors, on va parler encore d'un point. Claude, je me permettrai de t'interrompre pour rappeler quand même une phrase d'une de ses poésies dans laquelle il dit « La poésie, c'est l'amende, le reste du commentaire ». Eh bien, c'est certainement dans Mirliton du ciel. Absolument. C'est bien qu'il a fait sa poésie. Et c'est ça la force, si vous voulez, de cette poésie. Il parle, si vous voulez, de quel est le kiff, c'est d'acheter de la boutargue, de la bourra, et passer en même temps, c'est des petits kiffs. D'ailleurs, il en fera un petit livre qu'il appellera des petits bonheurs. Maintenant, quant à Israël, je voulais raconter 2 points. Il m'a dit une fois, tant pis pour mon, mais je le dirai, il est plus là. Il m'a dit, Claude, tu as fait pour moi en Israël illustrer mon œuvre. Et alors, je lui ai dit pourquoi, et il m'a dit, voilà, je vais dire 3 choses que tu as faites et auxquelles je tiens absolument. La première, c'est qu'aux éditions Carmel, tu as fait traduire 2 livres à moi en hébreu. La deuxième, c'est que tu as octroyé à l'université de Beersheva un doctorat honoris causa. Je ne l'oublierai pas. Et le troisième, qui est le beaucoup plus important, c'est d'avoir à l'Institut Van Leer à Jérusalem fait un colloque international où il y avait d'ailleurs, pour la petite histoire, elle n'aime pas qu'on lui rappelle, mais tant pis pour elle, elle est Béji, qui est la nièce du président Bourguiba, qui est venue à ce colloque avec d'autres personnes. Et ce colloque, d'ailleurs, a été fait sous la présidence de Shimon Peres, qui était un grand ami d'Albert Memmi. Et alors, Claude, justement, pour rappeler un petit peu son enfance et son adolescence et son démarrage d'homme adulte à Tunis, il a été d'abord pion à Carnot. Oui. Puis après, il a été faire ses études à la Sorbonne, donc la philosophie. Il a rencontré Germaine, une jeune fille originaire de Lorraine, non juive, agrégée d'allemand, qui rentre à Tunis avec lui. Et là, la Germaine, elle est confrontée au choc des cultures en Tunisie, ce qui a quand même sollicité probablement Albert Memmi à écrire Agar. Tu as tout à fait raison. C'est ce livre-là qui, très curieusement, je vais te raconter une autre anecdote, parce que l'histoire, c'est des anecdotes. Je me trouvais à un colloque à Nanterre sur Albert Memmi. Et le nom de la dame, je l'ai oublié, qui est une spécialiste de l'Afrique du Nord, non juive, a dit, comment celui qui a fait des émissions apostrophes, celui qui fait apostrophe, comment il s'appelle, Bernard Pivot. Bernard Pivot a sorti un livre, les 1000 livres qu'il faut avoir. Et je parcours ce livre et je lève le doigt et je dis, madame, je ne comprends pas pourquoi vous avez mis Agar comme livre, alors on aurait pu mettre la statue de sel. Et elle, très intelligemment, m'a dit, ce livre, quand il est sorti, n'a pas eu de succès en France, mais a eu un grand succès aux États-Unis parce qu'on pose le problème du mariage mixte. Et il y a 20 ans à peine, le livre est sorti en livre de poche avec une femme et un homme, avec un Magen David et une croix, pour poser ce problème qui est le problème contemporain, si vous voulez, le problème du mariage mixte, comment se mesurer au problème du mariage mixte. C'est pas simple, c'est certainement pas simple parce que dans ce livre de Agar, il a fait le tour des institutions juives, du président de la communauté, des shlichim, des rabbins, et il n'a pas eu de réponse. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de réponse. Parce que le mariage mixte, c'est un itinéraire tout à fait personnel. Tout à fait. Alors, Claude, dans Portrait d'un juif qui est paru en 62, qu'est-ce que tu peux nous dire?
savez, Lui dit que c'est sa propre histoire, hein. mais c'est un peu comme la statue de sel. Vous savez, la statue de sel est sortie donc à Tunis. Vous ne savez peut-être pas qu'il a été décrié. Les gens ont dit, mais c'est affreux, vous vous moquez de nous. Et avec le temps, on s'aperçoit que la statue de sel traduit l'histoire d'une communauté avec ses devants, ses travers. Et ben c'est pareil pour l'histoire du portrait du juif qui a mené à la libération du juif, qui est en fait Israël, et le portrait du juif qui est, si vous voulez, l'histoire de toutes ces interrogations de Heinrich Heine jusqu'aux penseurs contemporains à ce problème qui est le problème de la question juive. Il ne se résout pas, si vous voulez, aussi simplement qu'on ne le croirait. C'est un problème, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore de solution, sauf c'est en quoi il a réussi dans la libération des Juifs. Si en 1948, l'État d'Israël avait 600 000 Juifs, c'est-à-dire 10% de la population juive, aujourd'hui ils sont 9 millions, et il y a 45% des Juifs du monde qui se trouvent en Israël, c'est-à-dire la centralité d'Israël, en quoi la libération du Juif, si vous voulez, est une illustration tout à fait bonne et réelle. Et alors, est-ce qu'on peut dire, Claude Sidbon, que plusieurs de ces livres ont à peu près le même thème, mais que sa force est d'en faire des livres distincts? Par exemple, il y a le portrait du juif, qui reprend un petit peu la statue de sel aussi, l'homme dominé, qui est apparu en 68, qui parle aussi du problème noir, la libération du juif, qui est apparu en 66, où il dit qu'il est rare qu'un opprimé accepte son oppression. Le juif et l'autre, qui est apparu en 95. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est la grande richesse d'Albert Memmi. Je veux dire, un jour, il y a eu une émission de télévision avec lui et j'ai donc peut-être des formules, une formule qui lui a beaucoup plu. J'ai dit, en fait, dans tes livres, il y a cet itinéraire qui va du particulier à l'universel. C'est vrai. À une vitesse grand V ou plus ou moins grand V, et qui montre, si vous voulez, en fin de compte, et d'ailleurs son histoire, son livre, quand j'ai dit la statue de sel, c'est son histoire, et de l'histoire personnelle d'Albert Memmi, on arrive à quelque chose de général, et c'est en cela que, si vous voulez, Memmi restera un très grand écrivain parce qu'il a osé, si vous voulez, se poser sur sa communauté, sur son pays natal. Là aussi, c'est quelque chose de très important. Le pays natal, on va le retrouver très longuement un peu partout. Et après, sur ce sujet auquel il appartient, c'est-à-dire le sujet de la francophonie, et on finira par cette dimension auquel il tenait à cœur avec les jours, c'était Israël, parce que chaque fois qu'il venait en Israël, je l'emmenais voir Yitzhak Louzou, tous ces gens qui étaient ses moniteurs à la Shomer HaTzaïr, étaient très contents de retrouver, si vous voulez, ce bain j'allais dire presque de jouvence dans lequel il retrouvait un petit peu son enfance. Et alors moi, je voudrais vraiment insister sur sa relation avec Edmond Flegg, à qui il avait déclaré, en parlant de la liste de l'ensemble de son œuvre, en fait, bon, qui était en cours de gestation pour certains, et il avait déclaré à Edmond Flegg, je me définis comme juif, tunisien et français. Edmond Flegg lui aurait répondu, gardez tout, soyez tout cela à la fois. Et moi, j'avais ajouté, quand je l'ai connu, en français, on écrit de gauche à droite et en hébreu de droite à gauche. Donc, qu'on lise dans un sens ou dans un autre, c'est la même chose. Tout à fait. Alors, il y a eu un autre livre qui est apparu en 1974, Juifs et Arabes, dont on parle beaucoup moins. On en parle beaucoup moins parce que, si vous voulez, il marche sur il dit les choses qu'on n'a pas envie d'entendre. La première chose, si vous voulez, qui est une des conférences qu'il retient dans ce livre Juifs et Arabes, c'est le fait qu'il dit il y a, sans exagérer, en dehors de la Shoah, beaucoup plus de pogroms en terre d'islam qu'en terre de chrétienté. Et il dit Gabès, Tétouan, Irak, Constantine,
il y a eu en terre d'islam, tout n'est pas aussi beau que l'on voudrait. En terre d'islam, la situation des Juifs dépendait du fait du prince, si vous voulez. Alors, il y avait des princes qui étaient comme Monsef Bey récemment, ou d'autres, mais ils n'étaient pas tous exactement ce que l'on voudrait qu'ils soient. Et c'est pour ça que les Juifs ont été très contents quand la France est arrivée en 1881 de passer du statut de dhimmi à un statut, si vous voulez, où il y avait un pays de droit. Parce qu'avant, n'importe quoi, vous savez, mon grand-père était tailleur, eh ben, il s'est sauvé à Constantine, sinon, parce qu'il avait maudit Allah dans son cœur. Et en 81, quand les Français sont venus, il est revenu, donc sinon j'aurais été constantinois. Mais voilà, maudire Allah dans son cœur, mais on ne se rend pas compte. Donc quand Rémi... Claude Sidbon, je me permettrai de lire un passage de ce livre qui est paru en 1974. Mettant la dernière main à ce livre, je m'aperçois que je suis ce que l'on peut appeler un juif arabe et un sioniste de gauche. Je découvre du même coup que notre témoignage à nous juifs nés dans les pays arabes n'a pratiquement pas été entendu. Or, ce témoignage est tout de même capital. Les masses musulmanes ont été parmi les plus pauvres de la terre. Et les nôtres? Qui a pu visiter l'un de nos ghettos sans effroi? Les Arabes musulmans furent colonisés. Et nous donc? Qu'avons-nous été durant des siècles, sinon dominés, humiliés, massacrés et partis, sinon les musulmans? La vérité est que pour la première fois depuis des siècles, solidairement avec les autres juifs, nous osons parer au coup et cela s'appelle le sionisme. Eh bien, je suis un petit peu effarée quand je parle d'Albert Memmi autour de moi. Beaucoup de membres de la communauté juive ignorent ce côté sioniste d'Albert Memmi. Vous savez, qui est regrettable. Non, vous savez, c'est très simple. Quand on ne veut pas savoir, on ne sait pas. Et Jean-Paul Sartre avait une formule que j'accepte et qui est très belle. L'information transforme la passion en savoir. Il suffit de vouloir. Vous savez, cette phrase de Memmi à la fin me fait penser à ce que disait le président Navon, le 5e président de l'État d'Israël. Et un jour, on lui a dit, quelle est la meilleure, plus belle période de l'histoire juive que vous voulez? Il a commencé à réfléchir. Il a dit peut-être le statut du mont Sinaï, peut-être la période andalouse. Et puis non. Il y a deux périodes dans l'histoire juive qui, pour moi, sont fondamentales. La première, c'est la création de l'État d'Israël, parce qu'après 2000 ans d'histoire, l'État d'Israël était né. Et la deuxième, c'était la réunification de Jérusalem. Là aussi, deux phénomènes fondamentaux. Et Memmi, sans avoir connu Navon, a dit de manière philosophique à peu près la même chose. Et si vos amis autour de vous dans la communauté, la seule chose que je fais dans ce genre de choses, c'est de leur offrir un livre. Alors Claude, la trame du roman Le Pharaon, est-ce que tu veux rappeler la petite histoire, ce que l'on voit, parce que je suppose que tu as connu le domicile d'Albert Memmi à Paris? J'ai une histoire très simple que du Sefer Torah et de la médaille. Voilà, c'est ça. Je vais vous raconter cette histoire. Donc, vous avez compris que chez Memmi et Sidbon, il y avait une relation tout à fait fraternelle et très amicale. Et donc, un jour, le directeur de Yad Vashem me dit, voilà, on va finir le nouveau musée. J'ai payé une étudiante qui a rien sur la Tunisie. Je lui dis, comment? Donne-moi quelques jours. Et moi, je savais qu'en allant chez Albert Memmi, il y avait sur un de ses murs un espèce de morceau de Sefer Torah avec qui j'ai jamais posé la question. Et cette fois-ci, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je vais chez lui. Il me dit, écoute, mon père est borrelier. Vous savez que les nazis étaient 6 mois à Tunis. Un nazi qui est venu, un officier, qui lui dit avec un Sefer Torah, il lui fait un sac pour ma femme. Qu'est-ce que qu'il fasse? Il a fait ce sac et il restait ce bout de Sefer Torah. Et alors je dis, mais alors Albert, tu vas me donner ça? Mais non, c'est pour mon fils. Je dis, non, il n'y a pas de ton fils. La transmission et le fait de laisser ça à Jérusalem, et aujourd'hui à Jérusalem au musée de Yad Vashem, et marquer ce bout de Sefer Torah avec l'histoire que je vous raconte. Et si vous voulez, c'est ça aussi l'histoire d'une communauté qui est très mal connue, en fin de compte. Pour définir cette communauté, je dirais deux choses. Il y a d'une part les Juifs
qui sont en France, ils ont tellement réussi qu'on ne parle que d'eux. Et en Israël, et là aussi, il y a 55 000 d'un côté, 55 000 de l'autre, c'est pas par hasard. Et en Israël, ils ont tellement réussi qu'on ne parle pas d'eux. Pourquoi? Parce que dans un pays d'immigration, on ne doit pas faire de vagues. Et en Israël, dans le journalisme, dans la chanson, dans le ministère des Affaires étrangères, les Tunisiens sont une réussite remarquable. 2 kibbutzim, Karmia et Regavim, 17 moshavim, dont un dans le Sharon, le Moshav Yanou, vous étiez venu le rescapé de l'affaire d'Oslo, vous savez, les 2 avions qui sont écrasés, et le rescapé est parti au Moshav Yanou. Donc on peut, si vous voulez, se retourner comme dans la statue de sel, mais de manière plus positive, à dire, écoutez, l'œuvre de Memmi est une œuvre marquante pour ce siècle, et on peut être fiers, nous autres Tunisiens, juifs tunisiens, d'avoir eu cet homme-là comme maître, comme écrivain, comme penseur. Et l'histoire de la médaille? La médaille, c'était autre chose. Ce n'est pas lié à lui, mais elle vaut la peine d'être partie. Donc, je cherche 2 événements, si vous voulez, pour le musée, et il y a une chose de notoriété. Le professeur Paul Sebag a dit, à Tunis, on n'a pas porté l'étoile jaune. Bon, moi, je connais Paul Sebag, c'est un grand bonhomme, je le reconnais. Et je rencontre Mathilde Aguès, qui est une députée d'Israël, qui, elle, vient de Sfax, et me dit, Claude, moi, j'ai porté l'étoile. Je dis, mais alors, où est l'étoile? Et nous, les Juifs, quand c'est fini, on jette tout ça. Bon. Alors, donc, j'étais un peu déchiré entre l'étoile de Mathilde Aguès, qui n'existe pas, mais qui existe en parole, et celle de Paul Sebag. Et donc, je me promène en Israël en faisant des conférences. Qui a une étoile jaune, qui a une étoile jaune. Et à Natania, je trouve la famille Ishaï qui me donne l'étoile jaune. Et cette étoile jaune figure à Yad Vashem. Alors, chaque fois que je remercie Gad Ishaï, qui est le fils, si vous voulez, de monsieur Ishaï de Sousse, je dis merci. Je dis, mais c'est pas moi qui te remercie. C'est moi qui dois te remercier, parce que chaque fois que les gens de Sousse vont à Yad Vashem et qui voient le nom de ton père, eh ben, ils sont très fiers. Et moi, avec eux, je suis aussi très fier. Alors, Claude, moi, je voudrais rappeler une autre histoire de médaille. Une médaille qui figure dans le bureau d'Albert Memmi, qui lui avait été offerte par le conservateur de la Grande Bibliothèque de Tunis, qui remonte à l'époque romaine et sur laquelle figure le nom de Memmi. Et il s'est exclamé, mais c'est magnifique, nous sommes en Tunisie depuis plus de 2000 ans, les Memmi. Vous avez tout à fait raison, c'est tellement vrai que vous savez qu'on a fait un grand livre sur l'histoire des Juifs de Tunisie, et puis Céd Valenzi, Paul Sebag, Jean-Claude Alali, tous les gens qui comptent dans le judaïsme tunisien. Et en introduction, Albert Memmi raconte cette histoire splendide. Et moi, quand de temps en temps, je lis sur les réseaux sociaux, merci, on vous a reçu en Tunisie, je dis, mais vous savez, nous avons la coquetterie de remonter notre histoire à la reine Didon. Donc, vous êtes arrivé, vous, au 7e siècle. Ça fait déjà des dizaines de siècles que nous sommes là. Nous sommes les propriétaires. Et c'est parce qu'on est les propriétaires qu'on a été renvoyés. Tout à fait. Alors, Claude, je pense que, je ne sais plus dans lequel de ses livres, il rappelle et il dit, ou dans une de ses interviews, qu'il souhaite que l'on mette sur sa tombe, il a tenté d'être sage et réussi, quelquefois à être heureux. Tout à fait, c'est ce que j'ai mis dans l'article qui apparaît pour les gens qui ont le Facebook. C'est la phrase que j'ai mis en conclusion de mon introduction de ce texte. Merci Claude Sidbon pour ce beau témoignage sur la vie d'Albert Memmi. On pourrait rester des heures, mais c'est magnifique de pouvoir parler d'Albert Memmi avec autant d'attention et d'affection. Merci Claude. À bientôt. À bientôt. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.